2017. Il en est de même à Boké, à Mamou, mais aussi à Kindia, à Kankan, dans le Nabaya. Vous nous écoutez sur la 99. Merci de votre fidélité. Ils sont nombreux, ces enfants qui sont obligés de travailler pour venir en aide à leurs parents qui vivent dans des conditions difficiles alors que l'année 2021 a été déclarée l'année internationale pour l'élimination du travail des enfants. La pratique liée à la pauvreté continue de plus belle un peu partout dans le monde d'ailleurs. Selon l'Organisation internationale du travail OIT, tenez-vous bien, 152 millions d'enfants sont touchés dans le monde. Nous nous sommes intéressés à l'un de ces enfants, courageux et pétri de talent, El Hadj Ibrahima Diallo, élève en classe de 8e année, sera avec nous dans un instant. Mais d'abord, vous le savez, l'émission interactive, nous nous intéressons à vos messages. Qu'est-ce que vous pensez des différents sujets évoqués ici dans ce studio? Nous allons essayer de partir sur Twitter avec Vladimir Poutine qui nous a fait parvenir les tweets. Nous commençons par Excellence Timbo le Guinéen qui nous écrit au hashtag espace GG. Bonjour les grandes gueules, par rapport à l'élection présidentielle qui doit se tenir à Djibouti, dont le président sortant est candidat pour un 5e mandat. C'est une pratique qui est courante sur notre continent. Que Dieu sauve l'Afrique afin de mettre fin à cette pratique. Il veut dire Excellence Timbo le Guinéen. Le pacificateur nous écrit également sur Twitter. Bonjour les GG, cette situation est la condition de la promotion de l'amateurisme au plus haut niveau de l'État. L'État doit présenter ses excuses et dédommager toutes les victimes sans aucune condition préalable. En cette période de crise, seule en Guinée, cela est possible. Il le dit hashtag espace GG. Barry le Gondouanais Lambda nous écrit également. Salut les GG et toute la population de Guinée pour le déguerpissement. Si l'État voulait vraiment dédommager les déguerpis, il devait procéder à un recensement de toutes les habitations par quartier et commune avant de démolir. Aucun espoir ici, il le dit Barry le Gondouanais. Mamadou Ribari nous écrit également sur Twitter. Bonjour les GG, amicalement vôtre. À mon avis, les propos du PM sont vraiment incohérents dans la mesure où ces cas se sont déroulés durant une bonne période et en pleine journée, accompagnés même par des agents de l'État. Antoine a raison. Depuis Dubreka, donc, nous écrit Mamadou Ribari. Saïkou Oumar Bolé, bonjour les GG. C'est impossible de nous convaincre qu'avec toute cette médiation et avec cette envergure de ces cas, que le PM et le président n'étaient pas informés. Mais je pense qu'avec une volonté réelle, c'est possible de rectifier le tir et de dédommager les victimes. C'est Mamadou Ribari qui nous écrit donc sur Twitter. Voilà, nous partons donc avec cet autre. C'était Saïkou Marbolé qui nous écrivait ce dernier tweet. Bonjour les GG, démolir les maisons de Kaloum à Koya et l'État nous dit qu'il n'a aucune idée sur l'auteur des casses illégales. Cette question n'est plus à l'ordre du jour, mais comment rétablir les citoyens qui ont payé le prix de la mauvaise gouvernance dans leurs droits. Mamadi Fatoumata Keita nous écrivait donc sur Twitter. À présent, on va partir sur d'autres plateformes. Makidar et Salam qui nous écrit ce message. Bonjour, le pouvoir Alpha est spécialisé en destruction. C'est la 4e opération de destruction depuis 2010 avec 0 édifice construit. Nous sommes arrivés à un niveau où on ne sait pas qui donne l'ordre au sommet de l'État, mais pour le RPG, le responsable est CDD, leur cauchemar. C'est certainement un militant de l'UFDG qui nous envoie ce message. Nous partons avec cet autre Poulotoro de l'INSAM. Bonjour Yaya et à toute l'équipe. L'intervention du Premier ministre sur les déguerpissements mérite une investigation digne et sérieuse pour permettre évidemment aux citoyens guinéens qui ont été victimes de ce déguerpissement inhumain d'être rétablis dans leurs droits. Sinon, pendant que ces citoyens dorment à la belle étoile, eux, ils sont sous les climatiseurs avec leur famille. Ça nous dit pour le taureau de l'Insan. Aboubakar Bigop Kaba. Bonjour Madame Hiro et à toute l'équipe. Dans un pays où les individus sont capables de changer une constitution qui a été votée et vous vous étonnez d'une telle attitude au plus haut sommet de l'État, j'ai dit et je le répète encore, dommage pour tout le peuple d'être géré par des apprentis et des affairistes à la quête de l'enrichissement illégal. Très bon vendredi à tous, il le dit
Aboubakar Bigop Kaba. Nous partons avec cet autre, Souleymane Konaté, qui nous écrit, dit bonjour les grandes gueules. C'est Souleymane Konaté de Dubreka. Il ne faut jamais perdre sa capacité d'indignation face à un gouvernement qui continue de se comporter avec son peuple comme une armée d'occupation. Des centaines de Guinéens sont devenus des sans-abri dans leur pays à cause de l'irresponsabilité des autorités censées les défendre et les protéger. Cette sortie du PM Kassori est une preuve irréfutable du malaise au sein du gouvernement guinéen. On va continuer à lire vos messages sur le 657 39 13 13. Bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. L'État doit prendre ses responsabilités par rapport à la déstabilisation de pauvres citoyens. C'est votre cher ami Diallo Arbaba, donc depuis Sangaredji, qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules, nous sommes dans un pays où chacun fait ce qui lui semble bon. Comment est-ce que le PM peut tenir un tel propos au moment où la population dort dans la rue suite aux faits venant de l'État qu'ils arrêtent? C'est Sorebori Kourouma qui nous écrit. Toujours sur le 657 39 13 13. Bonjour les GG, Nyalen Kamara depuis Macenta. Je pense que ce que le PM disait, c'est une manière de se débarrasser des choses, parce que Ibrahima Kourouma ne peut pas casser sans ordre du gouvernement. Bonjour Madame Hiro, bonjour à toute l'équipe. Pour les casses des maisons, moi, lorsqu'ils sont arrivés chez moi à la T8 ici pour casser ma maison, je leur ai demandé de mesurer pour ne pas qu'ils cassent toute ma maison, ou bien de me montrer leur signe d'autorisation. Ils étaient catégoriques, mais Dieu sera entre nous. Falilou Dara Diallo qui nous écrit, donc c'est une victime qui témoigne de cette casse. Bonjour les GG, que le PM arrête de nous mettre de la poudre aux yeux. Le ministère de l'Aménagement ne peut jamais prendre une telle décision sans ordre du grand patron. Au lieu de construire pour le peuple, ils détruisent ce que le peuple a construit. C'est dommage pour le pays. Minte Youssouf qui nous écrit donc au 657 39 13 13. Un dernier message parce qu'il est 10 avant de continuer l'émission. Bonjour Espace Ansou Damaro depuis Philadelphie. Salut à toute l'équipe, surtout. Je pense que ça c'est un message d'hier, Amadou. On va donc continuer cette émission. On va partir avec ce reportage, Amadou. Être en situation de classe et embrasser un métier est bien possible. C'est le cas du jeune Ibrahima Diallo, élève en classe de 8e année qui s'en sort bien. L'adolescent profite de ses congés et vacances pour apprendre dans une forge un métier pour se faire un peu d'argent afin de soutenir ses parents. Malgré son jeune âge, il parvient à se démarquer dans son atelier selon son maître. Comment l'apprenant arrive-t-il à allier cet apprentissage et ses cours à l'école? Notre équipe de reportage composée de Fatoumata Kondé, Mamoudou Bouleri Diallo et Yakouba Traoré, donc Ibrahima Deko Souma, nous ont fait cet élément de reportage. Ils étaient sur le terrain. Je vous propose d'écouter ou de regarder la cordonnerie. Ibrahima Diallo, âgé de 13 ans, devient apprenti forgeron. C'est grâce à son père qu'il s'est retrouvé dans ce métier en 2018. Courage et détermination, c'est ce qui l'amène à venir travailler dans cet atelier situé au marché aviation. Vu les conditions précaires dans lesquelles vivent ses parents, il a jugé utile de lier les études à ce métier. J'ai pris ce métier parce que c'est le travail de mon père. Je me débrouille ici pendant les vacances. Et quand les cours se reprennent, je pars à l'école, j'étudie. Je fais pour aider mes parents, pour moi-même encore. Parce que quand je gagne ici, je donne à mon père un peu, ma mère, mes petites frères. Je les achète des bonbons pour te vendre. Et moi aussi, j'achète des chaussures. Son métier ne l'empêche pas d'étudier et être parmi les meilleurs. Au cours de l'année scolaire 2019-2020, il a d'ailleurs été 10e de sa classe. Son professeur de mathématiques, Mohamed Kaba, s'est dit surpris d'apprendre que son élève est un enfant de métier, car cela ne s'est jamais ressenti sur lui. C'est un élève au moins quand même qui participe non seulement au cours, et en même temps aussi qui a envie encore d'améliorer encore son niveau par rapport, en tout cas dans ma matière en mathématiques, il fait partie parmi les meilleurs. Le papa de Ibrahima Diallo est photographe de profession. L'argent qu'il obtient dans son travail ne lui permet pas de couvrir toutes les dépenses de sa famille. C'est pourquoi son fils aîné a rapidement été initié. Il précise tout de même qu'il n'a jamais été forcé à embrasser un métier.
Surtout là où je suis comme ça, les photographies seulement, c'est pas tellement quand même. Ça va pas tellement. Parce que depuis que le téléphone Android l'a fait sortir, notre travail ça va pas normalement. Donc depuis la mesure qu'il entend de monter un peu à l'école, il fait le 8 ans cette année là, comme ça son dépense entend d'ajouter souvent. Comme je m'en dis, je n'ai pas tellement de moyens pour les aider, leurs besoins souvent. Donc s'il a eu le conseil, il a même fait leur aviation, il part là-bas, il peut petit à petit travailler pour gagner quelque chose aussi, sans que je n'ai pas donné, donc il peut avoir pour lui. Dans cette forge, il y a environ 50 enfants qui ont presque le même âge qu'Ibrahima Diallo. La plupart d'entre eux viennent des villages dans le but de rapporter des profits à leurs parents. À ces jours, ils savent comment fabriquer les fourneaux, des bassines, des arrosoirs et d'autres ustensiles dont les femmes ont besoin, précise le maître de l'atelier Amadou Sara Diallo. Je l'ai pris chez nous pour l'amener ici avec moi. Je l'ai mis à la tâche. Il commence à comprendre car il fabrique 5 fourneaux par jour. Certains font 3 à 4 ans pour comprendre. Mais lui, il maîtrise vite. J'apprends à plusieurs petits le métier pour aider le pays à avancer. Car plus il y a la demande sur le marché, plus nous travaillons. Chaque année, plus de 1000 étudiants sortent des universités privées et publiques du pays, sans compter les écoles professionnelles. La plupart d'entre eux se retrouvent sans emploi. Pour éviter d'être dans la même situation, Ibrahima Diallo s'est lancé dans ce métier. Il demande aux autres enfants de lui emboîter le pas. Parce que je ne peux pas être un bandit. C'est à l'air là, il n'y a pas de travail. Quand tu vas finir d'étudier, tu peux être un bandit. Mais moi, je décide de venir ici pour travailler, aider mes parents. Je donne un conseil à mes frères de venir travailler, car en Guinée ici, si tu veux étudier, il faut l'associer avec le métier. Parce que quand tu finis des études, il n'y a pas de travail à faire ni rien. Aujourd'hui, dans le monde, 152 millions d'enfants sont obligés de travailler, dont 73 millions en Afrique. Chiffre effarant de l'ONU qui appelle à mettre fin au travail des enfants partout sur la planète d'ici 2025. Merci à Fatoumata Kondé, Mamoudou Boulere Diallo, Yacouba Traoré, Ibrahima Dekosouma pour ce reportage. Nous revenons ici en studio avec notre invité, Elhaj Ibrahima Diallo, qui est là avec nous. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour. Ça va? Oui, ça va. Bien. Alors, tu as suivi ton reportage, on t'a vu à l'œuvre, élève, apprenti de métier, tu es dans la forge. Oui. Ton papa a expliqué comment tu es venu là-bas. Comment tu t'en sors? Ah, je m'en sors bien. Hein? Parce que quand j'arrive à faire ce métier, j'aide beaucoup mes parents, mes petits frères, qui sont à la maison. Et c'est avec ce travail-là que j'arrive à m'en sortir. Alors, peut-être une question simple. Tu étais à l'école. Et comment tu... Il est toujours à l'école. Voilà, tu es à l'école, voilà, parce que c'est école métier. Comment tu es arrivé vers ce métier-là? Pourquoi ce choix? Ah, j'ai pris ce choix parce que c'est le travail de mon père. Depuis en 1900 et quelques, mon père était dans ce métier. Moi aussi, j'ai décidé de faire ce métier parce que à l'heure là, si tu n'as pas de métier, ça ne va pas. Hein. Tu as commencé à combien de temps? Hein? Tu as commencé à travailler, à apprendre ce métier à combien de temps? Peut-être 3 mois. Hein. Ok. 3 mois. Dis-moi, est-ce que depuis que tu as commencé, est-ce que ça a des impacts sur ta formation? Comment tu t'organises pour ne pas que ça t'empêche de réviser, d'étudier? Comment tu fais? Ah oui, ça s'organise bien parce que pendant les vacances que je vais là-bas, pendant les cours, je viens à la maison, je révise. Le matin, je me lève, je vais à l'école. Comme ça se passe. Est-ce que tu te sens beaucoup fatigué des fois de faire tout ça en même temps? Oui, deux fois, j'arrive pas à travailler parce qu'il y a trop de fatigue. Donc ça fait que tu n'arrives pas à réviser des fois à la maison pour bosser tes cours parce que tu travailles beaucoup. Oui.
Ok, est-ce que tu es arrivé dans ce travail? Est-ce que tu es allé dedans? Est-ce que tu es parti librement? Ou c'est une décision des parents qui t'ont obligé à partir? Mais le choix est venu de toi-même. Non, le choix est venu de moi-même. Tu as décidé toi-même de partir? Oui. Et si tu avais le choix, par exemple, s'il y avait la possibilité que tes parents soient dans les meilleures conditions, tu opterais peut-être pour aller seulement à l'école et ne pas travailler? Non. Même si les moyens étaient là, tu es toujours tenté de faire ce métier tout en étudiant? Oui. Alors, Elage, aujourd'hui, franchement, Elage, bravo et félicitations pour ton intelligence. C'est très séducteur. Ma question pour toi, c'est de savoir, c'est quoi ton rêve finalement? Mon rêve finalement, c'est de devenir un homme demain. Un homme demain. C'est-à-dire, est-ce que demain tu veux créer une activité, un business autour de la forge pour développer une grande entreprise? Oui. Maintenant, à côté de cela, est-ce que tu te dis parfois, je veux être médecin, je veux être journaliste? C'est quoi ton rêve? Mon rêve? Je ne peux pas le dire en ce moment. Oui, quand tu vois les hommes de métier, par exemple, ici, tu es dans un studio, il y a des journalistes ici. Je suppose que tu regardes parfois à la télé ou bien tu vois des avocats qui défendent des gens qui sont dans des difficultés, n'est-ce pas? Ou bien d'autres métiers, d'autres corps de métier. Est-ce que tu y as déjà pensé? C'est vrai que tu es jeune, tu fais la 8e année. Ouais. Déjà, est-ce que tu arrives à penser à ça? Tes enseignants, quand tu les vois à l'école, est-ce qu'ils t'arrivent, te traverse la tête de te dire peut-être qu'un jour je serai enseignant ou tu n'y as pas encore pensé? Qu'est-ce que tu aimes faire? Pour l'aider quelque part, c'est qu'est-ce que tu aimes réellement faire? Si aujourd'hui tu avais le choix de faire quelque chose qui venait de toi-même, qu'est-ce que tu allais faire? Qu'est-ce que j'allais faire? Le cordonnerie. Tu allais faire la cordonnerie? Tu allais devenir un cordonnier? Oui. Mais c'est vrai créateur de... Oui, j'ai commencé par ça. Oui. Dis-moi, explique-nous comment tu as fait, comment tu faisais également la cordonnerie? C'est mon père qui m'a envoyé là-bas. J'ai commencé de faire ça depuis 2018, mais je ne suis pas d'accord avec mon maître. Il m'a dit de quitter son atelier. Moi aussi, je n'ai pas forcé la situation. Tu es allé chez ton frère pour commencer à travailler. Est-ce qu'on te paye là-bas? Comment ça se passe là-bas? Est-ce que tu es payé ou des fois on te remet des primes quand tu fais des activités? Comment ça se passe? Oui, des fois quand je travaille, il me donne un peu. Okay. Maintenant, moi, ce que j'ai envie de savoir, ton maître disait tout à l'heure que tu fabriques au moins 5 fourneaux. Quand vous vendez les fourneaux, est-ce que tu as un pourcentage ou tout revient au maître? Oui, j'ai un pourcentage, oui. Parce que quand on vend un fourneau, le petit fourneau, quand on vend à 8 000, il nous demande à vendre à 6 000. Et quand on vend à 8 000, les 2 000 là, c'est pour vous. Ok. Alors, Elage, tu n'es pas seul dans la forge et vous êtes beaucoup d'autres enfants. Est-ce que tu es le seul qui part à l'école? J'imagine pas. Il y a d'autres parmi vous là-bas, d'autres enfants qui vont à l'école, parce qu'on a appris dans le reportage qu'il y a certains qui venaient directement beaucoup ne vont pas à l'école. Alors tu échanges souvent avec ces enfants. C'est quoi leur rêve? Qu'est-ce qu'ils veulent devenir? Ou bien est-ce qu'ils ils parlent souvent de leur avenir? Vous savez, c'est dans un environnement comme ça où carrément la chance vous a tourné le dos. C'est difficile de rêver. Quand même, juste peut-être une remarque. Lui, il dit 3 mois depuis qu'il est arrivé. En 3 mois, il arrive à faire quand même des fourneaux. C'est énorme. Donc ça veut dire que il est très intelligent. Voilà. Mais la chance qu'il a peut-être par rapport aux autres, c'est que lui, il part à l'école. Il y a quand même au niveau du système des Nations Unies ce combat qui est lancé justement contre le travail des enfants. Mais avec Mafoudia, il y a quand même des chiffres. Je le disais tout à l'heure justement dans le lancement. On parle de 152 millions d'enfants qui travaillent à travers le monde, mais est-ce qu'on peut réellement, comment combattre le phénomène à travers le monde quand on pense aux conditions de vie? Parce que lui, par exemple, vu la situation du papa qui n'arrive pas à joindre les deux bouts, parce qu'il l'a expliqué, en matière de photographie de nos jours, les gens, au lieu de faire appel à un photographe, ils préfèrent utiliser leur
smartphone et il est dans des conditions difficiles. C'est son fils aîné, il l'a mis à la tâche. Comment lutter contre le phénomène à travers le monde? Tu l'as dit, c'est carrément lié à la pauvreté parce que partout on voit un enfant qui est obligé de travailler. Parce que je dis obligé parce que normalement l'enfance rime avec la joie, avec l'insouciance, l'école, le jeu et autres. Lorsque l'enfant est obligé de travailler, parce que lui-même il l'a dit, pour lui c'est une manière d'assister la famille. On ne l'oblige pas, lui il a fait le choix, mais il y a bien d'autres enfants. Quand on va au Congo aujourd'hui, on prend du business du cobalt, ce sont des enfants qui sont dedans. On va en Chine avec tout dans les entreprises, les méga entreprises, on retrouve aujourd'hui les enfants et il y a des structures, tu l'as dit, l'UNICEF ou encore même l'Organisation internationale du travail qui s'intéressent à ce travail. Il y a des données à ce phénomène, il y a des données qui sont toutes les années annoncées, mais évidemment c'est difficile de lutter contre quand on connaît la situation des pays aujourd'hui, des pays qui sont dans les guerres. Un pays en guerre, plus de familles pauvres. Et aujourd'hui, on a Covid. Avec Covid, beaucoup de parents ont dû ont perdu leur emploi. Donc, ce sont des familles qui se retrouvent dans des situations précaires. Donc, à un moment donné, vous sortez ici à Matoto, quand il y a l'embouteillage, ce sont des enfants qu'on retrouve avec des paniers d'eau, de trucs pour vendre. À la sauvette. Exactement, c'est risqué parce que des fois, quand on parle de cas de viol, c'est par moment, par là qu'on peut coopter certaines petites filles. Quand on parle de trafic d'enfants, c'est dans la rue qu'on peut coopter certains. C'est la pauvreté qui amène tout ceci. Mais évidemment, il y a du travail qui est mené, d'abord d'identification et des fois d'aide, mais après ça devient très très compliqué lorsque dans le même monde, sur l'échelle internationale, les inégalités sociales sont encore là et encore sont d'ailleurs plus profondes. Donc c'est assez compliqué parce que si l'État ne joue pas son rôle et que dans les familles il n'y a pas moyen de subvenir aux besoins, les parents par moment sont obligés de se rabattre sur l'apport des enfants. C'est pas souhaité, mais c'est un gros problème. Et le risque c'est quoi? C'est que pour beaucoup d'enfants, il ne s'agit plus d'étudier, ou lorsqu'ils vont à l'école, ils ne peuvent plus se concentrer. Donc ça crée d'autres, on va pas dire chômeurs, mais des jeunes garçons ou jeunes filles qui ne répondront pas forcément à toutes les attentes. Quand on connaît aujourd'hui aussi l'ambition des grosses sociétés, vous venez aujourd'hui, on te demande, c'est pas un doctorat ou un master ou des expériences de 5 ans, de 10 ans. Donc il y a quand même, la société a besoin aujourd'hui de revoir le fonctionnement. Il y a beaucoup de choses qu'il va falloir faire, mais ça doit être des décisions publiques et c'est ce qui manque malheureusement. On prend aujourd'hui l'obtention des, si on veut, le nombre de riches dans le monde. C'est très minime par rapport au nombre. C'est une minorité. Même pas 1% de la population mondiale. On dit souvent que 1% de la population mondiale dispose de 66% de tout l'argent du monde. Ce sont des inégalités sociales. Vous allez voir un seul homme qui détient des milliards et au sein de son entreprise, c'est des millions de personnes qui travaillent mais qui ne peuvent même pas vivre de ça. Et je pense que ce sont ces inégalités qu'il va falloir corriger parce que tant qu'on ne le fait pas, ça va être compliqué de sortir au-delà de la rigidité, par exemple, du salaire, parce que parfois on dit pour lutter contre le chômage, sur les classiques, il faut peut-être payer le salaire qu'on pouvait donner à une seule personne, à deux personnes pour donner la chance à l'autre. Peut-être les inégalités ne peuvent pas forcément être là, mais plutôt c'est au niveau un peu de la répartition de la richesse nationale. C'est là que les pouvoirs publics doivent beaucoup jouer, voilà, pour aider tout le monde. La chance de Ibrahima, c'est qu'aujourd'hui il a la chance d'aller à l'école et d'apprendre un métier. D'autres enfants justement à force n'ont pas cette chance. Aujourd'hui, lui, on peut dire Dieu merci, il a eu cette intelligence à l'école d'apprendre un métier. Comme il a dit dans le reportage, en fait, qui m'a beaucoup marqué, il dit on finit d'étudier, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas d'opportunité. Et ça c'est une réalité. Aujourd'hui, lui, ça lui met à l'abri, par exemple, de la galère de l'emploi. Parce qu'il va chercher un boulot, il est visionnaire en plus. Mais pendant ce temps, il aura quelque chose qui lui permettra de joindre les deux bouts. Et aujourd'hui, ce reportage va interpeller quand même le département de l'enfance et de l'action sociale. L'action sociale, ce n'est pas seulement offrir des fauteuils roulants aux handicapés. Il y a aussi la question des enfants qui deviennent, au fil du temps, des bagages pour la société. Ces enfants à qui on n'a offert aucune chance parce que l'État ne s'est pas suffisamment mis à l'œuvre. Les parents n'ont pas les moyens parce que si des familles n'ont pas les moyens, ils sont obligés de mettre les enfants à la tâche pour pouvoir se nourrir. Et c'est ce qu'on voit le long des autoroutes, des enfants qui sont en train de vendre pour aller rapporter de la maison, à la maison cet argent-là. Donc il faut aujourd'hui qu'il y ait une vraie action sociale, surtout en faveur des enfants, afin de permettre la scolarisation des enfants, l'assistance des familles démunies et surtout la prise en charge obligatoire des enfants jusqu'à un certain âge.
faut que la scolarisation, par exemple, soit obligatoire pour tous les enfants. Mais ça aussi, ça peut intervenir que vous pouvez exiger à un parent de mettre son enfant à l'école que quand il a les moyens de son mais il faut également préciser que le taux d'alphabétisation quand même a connu un certain progrès ces dernières années dans notre pays. Et au-delà de ça, c'est un petit peu tous ces outils économiques que le Premier ministre a pu mettre en place, l'ANIES, ANAFIC, etc. Venez un petit peu... ça vient pour lutter contre la pauvreté. Si dans cette répartition, je suis en train d'expliquer, je ne suis pas en train de dire que c'est en train d'être très bien fait, mais à la base, ça vient pour lutter contre la pauvreté. Et si on lutte contre la pauvreté, c'est que désormais, les femmes qui se retrouvent dans les villages là-bas ne feront pas venir leurs enfants dans la capitale, parce qu'il y a un fait qui est très important. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a la traite des enfants dans ce cadre. C'est ce que j'ai envie de signaler. Et c'est la partie la plus importante là-dedans. Pour Elage, c'est très bien. Pour Elage, déjà, il va à l'école, il fait ce métier. Mais ces jeunes filles qui quittent les villages, qui viennent en capitale, des fois pour les travaux domestiques, c'est là où il y a un véritable problème. La traite des personnes. Et souvent, ces parents sont dans les villages là-bas, des enfants, des fois, qui sont des enfants de 13 ans, 9 ans, etc., qui viennent, et à la fin de chaque mois, ces parents reçoivent de l'argent, 1 million, etc., qu'on paye des fois à ces parents-là. C'est de maudiques sommes d'argent. Des maudiques sommes d'argent. Et ces enfants sont là, je sais pas, ces personnes-là ne travaillent pas. Il y a quand même une capacité aujourd'hui pour inverser la tendance. Moi, je suis le Premier ministre qui disait que maintenant, il faut investir beaucoup sur l'enseignement primaire. De 20% de budget national. Parce que pour le moment, vous prenez les 3 départements, je pense qu'on est autour de 10%. Donc, la réforme qui avait été engagée par Hierro, mettre fin aux orientations dans les universités privées, cet argent-là va être récupéré par le gouvernement pour l'injecter dans l'éducation primaire, pour permettre à tous ces enfants d'arriver dans les salles de classe, et surtout le maintien. Parce que vous pouvez envoyer l'enfant à l'école, mais s'il arrive au collège, surtout les filles, souvent à cause de certaines réalités, elles relâchent. Donc le maintien aussi compte beaucoup. Bien. Ibrahim Diallo, un message à l'endroit peut-être de tous les enfants qui t'écoutent aujourd'hui. Quel message as-tu à leur livrer? Oui, je donne un message à mes frères, mes petits frères qui sont à la maison, pas de travail, de venir travailler et d'étudier. Parce qu'en Guinée ici, si tu étudies, il n'y a pas de travail, tu es foutu, hein. Parce que même il y a nos frères ici qui font le taxi, ils ont fini d'étudier mais il n'y a pas de travail. Il faut donc étudier. Bien étudier. Il faut surtout, tu auras le boulot. Bien, mettre l'accent sur les études, c'est la meilleure voie pour toi. Merci d'être passé dans ce studio. Merci. Allez, bon courage. On termine avec 2 messages qui sont tombés sur notre plateforme au 657 39 13 13. Bonjour les GG. Face aux aveux coupables de Kassori Fofana, ça prouve à suffisance que ce pays n'est pas gouverné. Donc dans ce cas, il faut une démission collective de l'ensemble du gouvernement. C'est Abdoulaye depuis Paris qui nous envoie ce message. Bonjour Madame Hiro. Bonjour à toute l'équipe Chérif Téléjaz depuis Congo-Brazza. À mon avis, je pense que l'État voulait déguerpir certaines personnes par la haine. Ils ont touché des citoyens non concernés. Maintenant, ils regrettent. Voilà, c'est sur ce dernier message qu'on met un terme à cet autre numéro des Grandes Gueules. Merci à tous à l'international. Merci de nous regarder à la télévision et de nous écouter à la radio. Amadou Sow a géré les sons du côté de la radio. Merci à Vladimir Poutine du côté de la régie, Nalaï Sidibé, Mafata Sano, Mamoudou Kondé, Alassane Diallo, l'homme de nuit. Merci à tous de votre fidélité. À lundi pour un autre numéro des Grandes Gueules.